Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day, je vous propose de faire suite à l'épisode de la semaine dernière sur l'acclimatation à la chaleur. Comme nous l'avions dit, pour lutter contre les températures élevées et s'entraîner ou performer du mieux possible dans ces conditions, il faut prévoir une phase d'exposition répétée au chaud afin de déclencher certaines adaptations. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Bouscarène. Chercheur au Centre hospitalier universitaire de La Réunion, Nicolas a réalisé son doctorat sur la thématique de la thermorégulation chez les coureurs d'ultra-endurance. Avec lui, nous allons creuser encore plus la question de l'acclimatation à la chaleur pour que vous ayez toutes les informations nécessaires à la construction de votre période d'acclimatation à vous et que celle-ci soit la plus efficace possible. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, Chaud devant, partie 2. Salut Nicolas, comment ça va ? Bonsoir Cyril, écoute, ça va bien, la journée est finie, il fait nuit à La Réunion, les enfants sont couchés et donc voilà, et merci pour ton invitation d'ailleurs. On va parler de sujets qui me passionnent pas mal, donc content d'être là. Bah écoute, moi je te remercie beaucoup de m'accorder du temps. En plus, on a un peu galéré à trouver un moment où ça marchait. On a eu quelques péripéties de connexion au préalable, mais là, tout fonctionne, donc c'est l'essentiel. Pour que tu te présentes aux auditeurs, j'ai dit une petite bêtise. J'ai dit que tu étais docteur, mais docteur en sciences du sport, et je crois que c'est pas encore le cas. Par contre, tu es déjà médecin, docteur médecin. Est-ce que tu peux juste nous présenter rapidement où tu en es dans ton parcours et ce que tu fais actuellement ? Ouais, moi j'ai fait une formation de médecine du sport et je suis médecin de santé publique, donc je suis praticien hospitalier. Là, je travaille au CHU de La Réunion dans le service dans la direction de la recherche clinique et de l'innovation, donc je fais de la recherche et effectivement, j'avais pas assez de mon doctorat en médecine, donc je me suis lancé dans une thèse de sciences il y a 4 ans, thèse qui est dirigée par Guillaume Millet et Sébastien Racinet que tu connais parce que tu les as invités une ou plusieurs fois peut-être pour Guillaume, donc voilà. Et je travaille sur la physiologie de la thermorégulation chez le coureur d'ultra-endurance. Je suis arrivé à La Réunion, j'ai été confronté à la chaleur et ça m'a dit, je me suis dit, pourquoi pas étudier un petit peu tout ça. Voilà, en gros, donc pas encore docteur en sciences, effectivement. L'année prochaine, normalement. Mais ça ne saurait tarder et je ferai un plaisir de partager ton doctorat par exemple, en description de l'épisode quand ce sera le cas. Et ben, je te propose qu'on rentre directement dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'acclimatation à la chaleur, avec quelques questions que j'ai envie de te poser. Et la première que je voulais te poser, qui va concerner un peu pourquoi l'acclimatation fonctionne. Dans les mécanismes que j'ai présentés dans la partie 1, il y en a un, moi, qui m'avait beaucoup surpris, qui concerne la quantité de transpiration, de sueur qu'on est capable d'évacuer, qui augmentait alors que j'avais pas conscience qu'elle était limitée. Ça veut dire qu'en fait, on a une limite de transpiration par heure, par jour, et qu'on peut la moduler en fonction, par exemple, de l'acclimatation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Ouais, je veux juste, avant de répondre à ta question, resituer un premier concept qui est assez important à préciser, c'est le concept de production de chaleur métabolique. Parce qu'on croit souvent dans l'inconscient collectif que le stress environnemental est le principal problème qu'il y a dans les processus de thermorégulation de l'organisme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, on produit de la chaleur nous-mêmes. Quand tu vas oxyder tes substrats, produire ton ATP, l'énergie chimique, elle va être transformée pour 20 à 25% en énergie mécanique. Donc, tu vas pouvoir courir, pédaler, nager. Et 75 à 80%, ça va être de la chaleur qui va être produite au niveau musculaire. Et cette chaleur, il va falloir l'évacuer. Et le mécanisme principal et très efficace que l'homme a développé, c'est effectivement la transpiration. Donc, la production de sueur au niveau cutané. Et c'est pas la production de sueur qui va te permettre d'évacuer la chaleur, c'est vraiment le passage de la sueur de l'état liquide à l'état gazeux. Si vous produisez de la sueur et que vous dégoulinez, vous n'allez pas être capable d'évacuer efficacement cette chaleur. Et donc, pour boucler avec ta question, effectivement, on a des limites à cette transpiration. On est quand même très, très efficace. On est sûrement les mammifères les plus efficaces pour évacuer la chaleur dans le monde vivant. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'être sûrement les mammifères les plus efficaces en termes d'endurance. On a entre 2 et 4 millions de glandes sudoripares au niveau cutané, essentiellement réparties sur ce qu'on appelle la peau glabre, donc la peau où il n'y a pas de poils, et tu vas pouvoir produire entre 0,5 à 2 jusqu'à 3 litres de sueur par heure. Et donc ça, c'est un débit sudoral qui est limité et qui va être d'autant plus limité par ce qu'on appelle l'état d'hydratation, donc ta volumétrie de plasma sanguin et ton osmolarité. Donc si tu ne compenses pas ces pertes hydriques et ces pertes de sel, parce que tu perds, au-delà de perdre de l'eau, tu perds aussi du sel au niveau cutané, cet effet de déperdition thermique par la transpiration va être limité. Tu vas monter en température et donc
soit tu vas être confronté à des problèmes de santé, soit tu vas devoir arrêter ton effort. Alors c'est super intéressant, il y a plusieurs choses que tu as dit qui me font boucler, par exemple avec ce que Sébastien avait raconté dans l'épisode sur le froid. Il disait qu'on avait un rendement à 25% de l'énergie qu'on produit et utilisée pour le muscle, le reste c'est de la chaleur. Il disait qu'on avait le rendement d'une machine à laver. Donc ça me faisait assez rire. Il disait qu'il n'y a pas que nous, qu'en fait les machines également ont cette perte de chaleur. Non, c'est intéressant, et moi je prends un parfait parallèle, et on est même moins bon que ça, c'est avec le véhicule. Quand tu conduis ton véhicule, c'est un moteur à combustion, donc le gasoil ou le samplon que tu mets dans ta voiture va être brûlé, et cette combustion va être transformée en énergie mécanique, donc va faire bouger tes pistons pour faire avancer ta voiture, et aussi va être convertie en chaleur. C'est le système de refroidissement de ton véhicule, et si ton système de refroidissement tombe en panne, comme nous, si notre transpiration fonctionne mal, ta voiture va plus avancer. Et le moteur thermique est plus efficace que nous. C'est un rendement, je crois que c'est autour de 40% de production d'énergie mécanique et 60% d'énergie thermique. Donc le rendement de moteur est plus efficient que le rendement énergétique de l'homme. Ouais. Et du coup, juste pour être sûr que j'ai bien compris, si j'arrive pas à transpirer assez, donc j'arrive pas à thermoréguler assez grâce à la transpiration, le mécanisme numéro 1, ça va être que je vais devoir ralentir mon effort, c'est ça? Exactement, ouais. C'est des mécanismes comportementaux, donc tu vas pouvoir aussi te déshabiller, te mettre à l'ombre, mais l'organisme va te dire, de toute façon, tu n'es plus capable de maintenir cette intensité d'exercice, donc tu vas devoir réduire l'intensité pour réduire cette production de chaleur métabolique. Et si tu arrives à faire sauter ce verrou, à passer au-delà, tu vas te confronter à des risques pour ta santé, et donc c'est ce qu'on appelle le coup de chaleur à l'exercice. On en reparlera peut-être un petit peu plus loin dans l'épisode. Ouais. Ok, ça marche. Deuxième petite question sur les mécanismes. Alors je rentre pas dans tous les mécanismes parce qu'en fait quand je me suis intéressé à la revue de littérature sur le sujet, elle est énorme, t'as vraiment plein de choses qui se mettent en place quand tu t'acclimates à la chaleur, donc j'en ai un peu parlé dans la partie 1, je pense qu'on va pas rentrer dans chaque détail ici, j'ai d'autres questions à te poser. Mais il y en a un qui m'avait surpris aussi, ça concernait l'économie du glycogène musculaire. C'est-à-dire que quand il fait chaud, ça laissait sous-entendre que quand il fait chaud, on en consomme plus qu'on devrait. Ouais, alors c'est pas le principal mécanisme de l'acclimatation à la chaleur, c'est qui est un peu moins connu, c'est une description qui est assez ancienne d'ailleurs, mais elle est expliquée par un concept relativement simple qu'il faut peut-être aussi qu'on resitue, c'est le phénomène de redistribution sanguine à l'exercice. Quand tu vas faire un effort physique, le débit cardiaque, donc le volume de sang qui va être éjecté par minute au niveau de ton cœur, va être redistribué au niveau des différents organes qui vont en avoir besoin. Donc, tu fais un effort physique, donc il va y avoir une redistribution sanguine vers le muscle, au détriment notamment du tube digestif, ce qui peut en partie expliquer tous les problèmes digestifs qu'on peut rencontrer en trail ou en ultra. Mais il va y avoir aussi une grosse redistribution sanguine au niveau cutané pour justement faire fonctionner ce mécanisme de thermorégulation. Et de fait, tu vas limiter un petit peu ton apport d'oxygène au niveau musculaire, et donc tu vas plutôt travailler sur ta filière anaérobie. Et du coup, tu vas plutôt consommer ton glycogène musculaire, produire un peu plus d'acide lactique en environnement chaud. Et l'acclimatation va te permettre de réorienter un peu tout ça, de refavoriser et de redistribuer le sang au niveau musculaire et de repasser sur ta filière aérobie, et donc d'épargner un petit peu ton glycogène musculaire. Et c'est super intéressant ce que tu dis, et ça me permet de te poser une question que j'avais pas forcément prévue, mais qui me semble importante. Je pense qu'elle va pas être très compliquée pour toi à répondre. Dans les papiers, ils parlent souvent de la différence entre la température centrale et la température cutanée, mais sans trop rentrer dans les détails, dans les études de quelle est la différence entre les deux. Est-ce que les deux sont importantes? Est-ce que les deux sont liés? Pourquoi est-ce qu'on parle des deux pas de la même façon? Tu peux nous en parler un peu? Ouais, bien sûr. Donc déjà, il faut savoir que nous, on est un mammifère homéotherme. C'est pas le cas de tous les mammifères ou de tous les êtres vivants. On est un être vivant homéotherme. C'est pas le cas de tous les êtres vivants. Il y a des êtres vivants qui régulent leur température avec leur environnement. Un lézard, il va se mettre au soleil pour se réchauffer, il va se mettre à l'ombre pour se refroidir. Nous, pour avoir un fonctionnement optimal de notre machinerie cellulaire, il faut qu'on ait une température autour de 37 degrés 5, pardon. Et donc ça, c'est notre température centrale. Quand tu vas faire un exercice, il va y avoir une production de chaleur au niveau du muscle. Et donc, tu vas avoir un gradient qui va se créer entre ta température cutanée et ta température centrale. Et plus ce gradient va être élevé, plus le transfert d'énergie, donc l'évacuation de la chaleur du noyau, donc du centre de ton corps, donc du muscle, vers l'extérieur va être important, et plus tu vas avoir un processus efficace d'évacuation de la chaleur. Ouais.
Ok, et du coup, la température cutanée, elle peut être un peu plus élevée, c'est ça, que la température centrale. Exactement, ouais. Et ça, c'est pas très grave. Il n'y a pas Non. de limite ou quoi. Par contre, au niveau central, il y en a une. Oui, au niveau central, il y en a une. Alors, c'est un peu compliqué, mais selon la discipline que tu pratiques, on a déjà fait des mesures, notamment sur les athlètes d'endurance. Donc, je dis qu'il faut maintenir une homéothermie autour de 137 degrés 5. Dès que tu vas faire un exercice physique, dans tous les cas, tu vas monter à température centrale. Ça va monter à 38, 39. Chez les athlètes d'endurance de haut niveau, les marcheurs, les marathoniens sur les championnats du monde d'athlétisme à Doha, donc une étude qu'on avait fait avec Sébastien, justement, on a des températures centrales qui peuvent monter à 40, 41 degrés Celsius sans qu'il y ait a priori de problème. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont finir leur course dans un état... qui vont finir leur course en bonne santé. Mais c'est des températures centrales qui peuvent être aussi pathologiques. Les coups de chaleur à l'exercice, le premier signe qu'on a, c'est une température centrale qui est au-dessus de 40 degrés 5, 41 degrés. Donc, c'est des températures qui flirtent avec la pathologie. Chez les trailers, je peux boucler avec une étude qu'on a fait sur la diagonale, vu que l'intensité de course est plus faible que sur un marathonien ou un coureur de 10 000, tu vas avoir une production de chaleur métabolique qui va être inférieure. Et finalement, les mesures de température centrale qu'on a effectuées chez les coureurs de la diagonale, on s'aperçoit qu'elles sont inférieures aux mesures qu'on peut avoir chez les coureurs de marathon. On est plutôt autour de 38, 39 degrés. On n'a aucun coureur sur les 80 qu'on avait monitoré qui passe au-dessus de 40 degrés. Alors qu'en course à pied d'endurance plus classique, c'est quelque chose qui est fréquemment observé, que ce soit en vélo ou en marathon. Ok. Eh ben, je te propose qu'on resserre encore maintenant le sujet encore plus vers l'acclimatation. Et la première question que je voulais te poser sur l'acclimatation, c'était quand on parle d'acclimatation, donc on va parler en gros, dans les études, ils parlent de différence de performance entre quelqu'un qui est acclimaté et quelqu'un qui ne l'est pas. Est-ce qu'on parle de gains marginaux ou est-ce qu'on parle d'une vraie différence qui s'exprime en plusieurs pourcentages? Et si oui, à quel point est-ce que cette différence va être grande dans la performance entre quelqu'un d'acclimaté et quelqu'un de non acclimaté? Non, je pense qu'on peut vraiment parler il faut surtout pas parler de gains marginaux. Déjà, il y a quelque chose que tu vas pas trop aborder, mais qui pour moi est primordial parce que je suis médecin. Le premier gain et qui est très, très important de l'acclimatation à la chaleur, c'est la protection de sa santé. Je vais faire 3 minutes là-dessus. Le coup de chaleur à l'exercice, a priori, c'est la deuxième cause de mortalité chez le sportif. Et il y a même certains auteurs qui pensent que c'est la première cause de mortalité. Les arrêts cardiaques qu'on constate sur les stades, on pense qu'il y en a qui sont étiquetés à tort et que c'est plutôt des coups de chaleur à l'exercice parce que le stress métabolique et le stress environnemental, c'est un stress cardiaque aussi. Donc déjà, s'acclimater, c'est prévenir. Alors ça va pas te les éviter parce que quelqu'un d'acclimaté, il va pouvoir faire des coups de chaleur à l'exercice, mais ça va les prévenir, ça va les retarder, ça va les diminuer l'incidence de ces coups de chaleur à l'exercice. Donc déjà, sur ce point-là, c'est pas du tout un gain marginal. Et ensuite, sur la performance, alors tout dépend de ce qu'on parle. Tu as dû le voir un petit peu dans les études. Donc, qu'est-ce que c'est la performance? C'est une amélioration de ta VO2 max, c'est une amélioration de ton temps de maintien à l'exercice, c'est une amélioration sur les épreuves chronométrées, un maintien de puissance. Mais dans tous les cas, toutes les études ont montré, et peu importe finalement le facteur de performance que tu allais identifier, allait avoir un gain qui est en plusieurs unités de pourcentage. Donc, on parle d'amélioration de 5 à 10%, voire 15, même 20% parfois de diminution des performances chez les sujets non acclimatés, mais de fait, d'augmentation de performance chez les sujets acclimatés. Et ensuite, il y a plusieurs études qui ont montré, tu en as un petit peu parlé avec Sébastien, en fait, les contraintes environnementales liées à la performance, c'est comme une courbe en U. Tu as une espèce de range de température optimale. Alors, c'est toujours un petit peu surprenant quand on l'entend, mais en marathon, typiquement, on s'est aperçu qu'au-delà de 11 degrés, on avait une diminution des performances. Donc, c'est quand même une température relativement faible. L'optimal, on va dire, de fonctionnement, c'est entre 10 et 15 degrés. Et puis ensuite, plus tu vas t'écarter de ces valeurs, que ce soit en négatif, donc en dessous de 10 degrés ou au-dessus de 15 degrés, et plus tu vas avoir une diminution de performance qui est évaluée entre 0,3 et 0,4%, on va dire, de degrés de température d'écart. Donc, si tu passes de 15 à 25 degrés, donc tu fais x10, donc tu as une perte d'environ 3 à 4% de tes performances. Mais ça peut aller bien au-delà. Je n'ai pas les valeurs, je sais pas si tu as fait c'est quelque chose que je voulais regarder et j'ai pas eu le temps. J'aurais bien aimé mettre ça en perspective avec l'acclimatation à l'altitude. Tu sais, c'est quelque chose qu'on parle tout le temps. Avant de monter le Kilimanjaro, il faut s'acclimater à l'altitude. C'est rentrer vraiment dans l'inconscient collectif. Les athlètes de haut niveau vont faire des stages en altitude. Mais je suis pas convaincu finalement que les problématiques liées à l'altitude soient pas inférieures aux contraintes liées à la chaleur. Et
Donc voilà. Mais ça serait intéressant de mettre un petit peu ça en parallèle, ouais. En tout cas, là où je peux te rejoindre, moi, c'est que j'ai le sentiment que l'acclimatation à l'altitude est plus considérée comme quelque chose de sérieux et d'important que l'acclimatation à la chaleur. C'est certain, mais je pense qu'aujourd'hui, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est une erreur. Je pense vraiment que c'est une erreur et que s'acclimater à la chaleur serait au moins aussi bénéfique et je dirais même peut-être plus bénéfique que l'acclimatation à l'altitude. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Alors, une autre question que je voudrais te poser, et ça va te concerner directement, puisque tu vis à La Réunion, moi je vis à Grenoble, il y a des auditeurs qui vont nous écouter, qui vivent en Belgique, à Lille, à Nantes, etc. Est-ce qu'on a tous les mêmes besoins d'acclimatation, ou est-ce que, en fait, bon, la question est peut-être simple, hein, mais est-ce que, en fait, ça dépend de là où tu vis et du delta qu'il va y avoir entre là où tu vis et la compétition que tu vas réaliser, ou le lieu où tu vas tenter de faire une performance ou un entraînement? Ouais, non, la question, elle n'est pas simple. Elle pourrait paraître logique, mais effectivement, tu as très bien utilisé ce terme, c'est le delta auquel tu vas être confronté qui est important. Toutes choses étant égales par ailleurs, parce que le problème aussi, c'est qu'il y a des variabilités inter-individuelles, donc entre l'âge que tu peux avoir, le niveau d'entraînement, le sujet entraîné, toutes choses étant égales par ailleurs. Un sujet plus entraîné que toi qui vit à Grenoble, tu vis à Grenoble, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, un sujet plus entraîné que toi qui vit à Grenoble va finalement avoir une production de chaleur métabolique. Il va être confronté à ça de manière un peu plus intense que toi. Donc, finalement, il va être un peu plus habitué que toi à évacuer cette chaleur d'eau. Mais mettons que on prend deux sujets entraînés de la même manière, de même morphologie, même sexe. Le fait que moi, j'habite à La Réunion, je vais avoir un stress environnemental quotidien qui va être plus important. J'ai des températures moyennes qui sont plus importantes, j'ai une humidité relative qui est plus importante, et donc effectivement, je vais être habitué, en tout cas mon organisme va être habitué à avoir ce stress environnemental qui sera supérieur au tien, et donc de fait, tous les mécanismes d'adaptation liés à l'acclimatation vont être un peu plus développés que chez toi qui vis à Grenoble en milieu tempéré avec une hygrométrie qui est autour des 20, 30, 40%, mais c'est rarement plus. Donc oui, on a des efforts supplémentaires. Un Belge qui voit jamais le soleil et qui a une hygrométrie à 20%, s'il veut venir faire la diag, il va avoir un peu plus de difficultés que quelqu'un qui vit dans le sud-est de la France, par exemple, parce que quand il va arriver sur le sol réunionnais, le gap 20% d'humidité, 15 degrés en Belgique, passé à 30 degrés, à 70-80% d'humidité, il va être monstrueux pour lui. Donc non, il y a des différences en effet, au-delà des différences inter-individuelles. Et il y a un point que tu soulèves, c'est que l'acclimatation de la chaleur ne concerne pas que les températures, mais également le degré d'humidité. Parce que, par exemple, à Grenoble, on peut, pendant l'été, on va facilement se taper des 35 régulièrement, 40 régulièrement, qui, en termes de température, va être égal à La Réunion. Mais par contre, le degré d'humidité va être très différent et il y a un besoin d'acclimatation pour ce point-là également. C'est bien ça que tu disais? Ouais. Alors ça, c'est un concept assez important et qu'on oublie même dans nos publications scientifiques. Et quand tu lis la littérature, on parle toujours de température. Et en fait, il y a deux principaux facteurs qui sont la température et l'humidité. L'humidité, pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le principal mécanisme pour évacuer la chaleur, c'est le transfert d'eau de la peau au niveau de l'air ambiant. Et plus ton air va être saturé en humidité, plus ton air va être saturé en vapeur d'eau, et plus ce transfert va être inefficient. Tu vas transpirer parce que le corps va dire « Oh mon Dieu, il faut que j'évacue cette chaleur », mais tu vas dégouliner, c'est-à-dire que l'eau ne va pas s'évaporer. Donc l'humidité, c'est un facteur majeur à prendre en compte. Pour te prendre un petit exemple, j'ai regardé, donc les Américains, ils ont un indicateur qui s'appelle le Heat Index, donc l'index de température qui prend en compte cette variable humidité. Les Canadiens, c'est l'humidex. Pour une hygrométrie à 40% et une température à 30 degrés, si tu prends la même température et que tu prends une hygrométrie à 80%, donc tu passes de 40 à 80%, c'est comme si tu avais une température sèche, entre guillemets, entre 38 et 40 degrés. Donc, c'est pas du tout la même contrainte pour l'organisme. Et il y a deux choses qu'on oublie aussi, mais là qui sont un peu plus difficiles à prendre en compte, c'est le vent. Parce que quand tu es confronté à un flux d'air sur toi, ça tu le vois très bien, quand tu vas faire du vélo par 30 degrés, c'est pas du tout la même chose que quand tu t'imposes une session d'endurance de course à pied à 30 degrés. Le flux d'air et le flux de fluide sur ta surface cutanée va t'aider à thermoréguler. Donc c'est plus facile de faire un exercice physique en vélo par exemple, donc quand il y a du vent qu'en course à pied. Donc il y a ce flux d'air et il y a un autre truc, c'est le rayonnement solaire. Donc tu as un rayonnement électromagnétique qui va aussi créer une contrainte et qu'on ne prend pas forcément quand tu cours en plein désert.
à température égale, c'est pas du tout la même chose qu'être en terrain ombrageux. Cette énergie électromagnétique va créer une contrainte supplémentaire sur ton organisme. Mais température, humidité en priorité, oui, à ne surtout pas oublier. Enfin, l'humidité, c'est majeur. Donc, je te rejoins complètement sur ta remarque. Première question qui va rentrer un peu dans comment est-ce que je m'acclimate. Demain, je veux commencer mon acclimatation, comment je fais? La littérature a l'air de s'accorder sur le fait qu'il faut compter en durée une période, parce que ça se fait pas en un jour ou deux, une période qui va durer entre 8 et 15 jours, je dirais à la louche, 10 et 15 jours. Première question, est-ce que toi tu rejoins ces conclusions-là de durée ou est-ce que pour toi il y a quelque chose à garder en tête par rapport à celle-ci? Alors, je rejoins complètement cette notion de durée, mais le premier truc quand même qu'il faut dire qui est très important quand tu regardes, même si j'ai bien compris que tu voulais pas trop qu'on rentre dans les mécanismes physiologiques d'adaptation qui sont multiples et où il y a des modifications de la sueur, des modifications du volume plasmatique, il y a des effets cardiovasculaires, tu vas diminuer ta fréquence cardiaque à intensité égale, tu vas diminuer ta température centrale, tu vas même diminuer ta perception de la chaleur, donc au niveau mental, même il y a des choses qui se passent. Donc tous ces mécanismes, ils se mettent pas en place tous de la même manière. Mais ce qui est sûr, c'est que dès le premier jour où tu vas te confronter à la chaleur, tu vas quand même avoir une amélioration, une facilitation de ta thermorégulation. Mais effectivement, il y a une grosse amélioration, une grosse optimisation sur les 7 premiers jours, avec une pente très très importante durant les 7 premiers jours. Et au-delà des 7 premiers jours, on commence à avoir des effets qui se freinent un petit peu. Mais il faut aller au-delà de ces 7 jours. C'est pour ça qu'on dit entre 7 et 15 jours, c'est là où on a des optimisations principales. Il faut vraiment passer ce seuil des 7 premiers jours pour commencer à avoir une petite inflexion sur toutes ces modifications physiologiques. Et la performance, c'est vraiment la chose qui se maintient le plus longtemps. Et on peut voir que les effets de l'acclimatation sur la performance vont même jusqu'au-delà des 15 jours. Parce que finalement, c'est la somme de toutes ces adaptations physiologiques. Donc, il y en a qui vont se faire très tôt, mais il y en a qui vont se faire plus tardivement. Donc, de manière optimale, si tu peux, si tu as le temps, si tu as la possibilité financière, matérielle, effectivement, l'acclimatation optimale, c'est 15 jours. En dessous de 15 jours, c'est suboptimal. Et pour être le plus juste possible, c'est au moins 7 jours pour vraiment passer ce premier gap où tu as les plus grandes modifications physiologiques. Et du coup, quand on parle juste de la durée, on est d'accord que ça concernera autant la prévention pour la santé que pour la performance. Il n'y a pas de différence entre les deux là-dedans. Exactement. Non, il n'y a pas de différence entre les deux. Ouais. Et effectivement, tu fais bien de recentrer aussi sur la santé. C'est vraiment un message qu'il faut. C'est des choses sur lesquelles on va être de plus en plus confrontés. On va voir, là, les JO de Paris, cet été, potentiellement, il peut faire 40 degrés à Paris. J'ai regardé encore les stations météo d'il y a 2 ans. Il peut faire 40 degrés à Paris. Et donc, au-delà des performances, il y a des vrais risques pour la santé, pour les sportifs, pour les gens qui vont être sur site et qui vont regarder ça. Donc, c'est quelque chose pour lequel on va être de plus en plus confronté avec le contexte de réchauffement climatique anthropique global. Donc, la santé aussi, c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir discuter de plus en plus là-dessus et prendre conscience, en tout cas, de ce problème. Ouais. Ouais, c'est quelque chose sur lequel je n'appuie pas assez et je compte bien corriger ça dans les épisodes à venir avec d'ailleurs peut-être un très gros projet orienté santé, petit spoiler pour les auditeurs, mais c'est balancé ici au bout de 20 minutes d'épisode. Est-ce que l'acclimatation a une limite, on va dire? Est-ce que ça a une limite supérieure? C'est-à-dire que des fois, on va avoir des canicules à 45 degrés la journée, par exemple à Grenoble, ça arrivait l'an dernier. Est-ce que si je suis acclimaté, je peux me dire non, ça va, je peux aller courir s'il fait 45 parce que je suis acclimaté, ou est-ce qu'il y a une limite quand même en termes de santé, là, plutôt, où il faut se dire, non, là, malgré tout, c'est pas une bonne idée? Ouais, alors il y a des limites, mais qui sont tellement variables en fonction de chaque individu que j'ai pas du tout envie de donner de règles. Mais par contre, il y a vraiment des seuils de température. Tu parlais de 40, 45 degrés, et justement, les heat index, les humidex dont on a parlé dans l'épisode fixent ces seuils-là comme dangereux pour la santé. Et donc, finalement, même si tu es acclimaté, tu vas exposer ton organisme à des valeurs trop importantes et donc à un surrisque trop important de coups de chaleur à l'exercice. Et c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. On l'a peut-être pas suffisamment dit dans l'épisode parce que c'est quelque chose qui est assez sournois. Tu vas pas forcément t'en rendre compte. C'est quelque chose qui va t'attraper. Je vais te raconter une histoire je vais pas le citer, mais il y a quelqu'un qui a couru la Mascareigne, donc c'est la course la plus petite sur les courses du Grand Raid, donc c'est 60 km et c'est, je sais plus, 3 ou 4 000 de D+. Et donc il raconte cette histoire, il lui reste 40 minutes, c'est la descente du Colorado pour arriver sur la redoute, et il se dit, il me reste 40 minutes, c'est une demi-temps de rugby, je vais envoyer ce que j'ai. Il jouait le top 10, donc il était top 10 de la Diag. Et donc,
Et il te raconte cette histoire où il dit, j'ai envoyé dans la descente. Et je me souviens d'un truc, c'est d'avoir pris mon t-shirt, parce qu'il faut passer la ligne d'arrivée avec le t-shirt de l'orga. D'avoir pris mon t-shirt, et là, j'ai blackout, et je me suis réveillé en réanimation. Donc, ce gars avait fait un coup de chaleur à l'exercice à 500 mètres du stade, donc il n'est pas rentré sur le stade de la Redoute. Et il n'a pas du tout senti venir. Il a juste switché son cerveau en mode, il me reste 40 minutes, j'y vais à fond, j'écoute pas forcément les signes d'alarme, et qui sont d'ailleurs peu intense. Et donc, c'est quelque chose qui surprend. Donc, on peut pas se dire, je vais courir et dans tous les cas, je le sentirai venir. Non, ça peut vous attraper comme ça. Donc, c'est vraiment un truc important. Donc, non, 40, 45 degrés, il faut quand même préserver sa santé. Et ça sert pas à grand chose en plus d'aller s'exposer à des températures comme ça. On l'a dit, autant aller à intensité modérée dans des températures à 30, 35 degrés. Déjà, tu vas stimuler ta thermorégulation. Ça sert à rien d'aller au-delà. Il y a aucun intérêt à ça et c'est même beaucoup plus dangereux qu'autre chose. Ça fait une réponse longue, désolé. Non, c'est super. Je complète, c'était important, je pense que tu as souligné. L'an dernier, j'ai fait un coup de chaud, moi, un petit coup de chaud moins grave que ton athlète. Mais en fait, j'étais parti à 5h du matin pour quelque chose de 65 bornes, donc j'ai pas senti la chaleur monter, sauf qu'il a fait 40 à Grenoble. Donc moi, j'étais en altitude. Il faisait moins. J'ai eu un passage sans eau, là où je voulais me ravitailler d'eau, et c'était à sec, donc j'ai pas pu. Et en fait, dans la dernière montée du dernier sommet que je faisais avec ma compagne, là, il y a un moment où je me suis vraiment arrêté, genre attends, là, ça va pas du tout, j'arrive pas à avancer en fait. Et en fait, 5 minutes après, j'étais assis dans une grotte qu'il y a sur le chemin parce qu'il faisait frais. J'étais assis par terre à gare en me disant mais ça va pas du tout, je titube, je tiens pas droit. Et là, c'était un tout petit coup de chaleur parce que j'étais à basse intensité. Pour l'athlète dont tu parles, à haute intensité, c'est peut-être plus grave et je l'ai pas senti venir une seule seconde. Il a vraiment fallu que je n'arrive plus à avancer pour me dire non, là, il y a un problème. Ouais, alors toi, ce que tu as vécu, c'est peut-être ce qu'on appelle un épuisement à la chaleur. Si tu veux, tu as justement tout le phénomène de redistribution sanguine qui est un petit peu piégé au niveau cutané. Et donc, tu vas avoir, tu peux plus avancer, plus de performance, tu es fatigué, tu es obligé de t'arrêter parce que ton corps te dit stop, attention, ça va pas du tout. Quand on a les troubles neurologiques qui interviennent, quelqu'un qui va être irritable, qui va être délirant, parce que parfois c'est du délire. J'ai eu d'autres histoires où quelqu'un était hyper content. Ouais, je suis hyper bien, ça va vachement bien, je suis beaucoup mieux que d'habitude. Un trouble de la conscience, une agitation, c'est là où on bascule sur le coup de chaleur à l'exercice. Le diagnostic, c'est la température centrale, tu peux pas avoir. Mais quand vous êtes confronté à quelqu'un qui commence à avoir des troubles neurologiques, là, il faut faire attention. C'est une urgence médicale et la chose à faire, si vous avez quelque chose à faire, c'est essayer de faire tomber la température centrale le plus rapidement possible. Donc, tu parlais de François Daen et qui s'est complètement immergé, mais c'est vraiment la meilleure des solutions. Il faut immerger le corps de la personne dans une rivière ou alors mouiller un linge mouillé et le mettre sur son corps pour faire baisser sa température centrale le plus rapidement possible. On n'a pas trop parlé de prévention et de médecine, mais c'est important. Non, c'est vrai qu'on aurait dû. Est-ce que on parle de coup de chaud, d'hyperthermie, juste c'est la même chose ou c'est des phénomènes différents? C'est un continuum de symptômes. Donc, tu peux avoir des troubles digestifs, des crampes à la chaleur. Et ensuite, tu as heat exhaustion, donc la fatigue à la chaleur ou l'épuisement à la chaleur. Donc, ça, c'est pas une urgence médicale. C'est juste ton corps qui va dire attention, il faut que tu ralentisses. T'es fatigué, tu peux plus. Tu peux avoir la tête qui tourne, malaise, plus d'énergie. C'est un peu ce que tu décris. Et ensuite, il y a vraiment le coup de chaleur à l'exercice. Et là, c'est vraiment l'urgence médicale. Et là, c'est un phénomène d'emballement. Tu as la température centrale qui va passer au-dessus de 40, 41 degrés. Tu as des mécanismes inflammatoires qui vont se mettre en œuvre. Tu as une défaillance multiviscérale, donc tu peux perdre ton rein, tu peux perdre ton foie, tu vas avoir des troubles neurologiques. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est vraiment encore une fois une urgence médicale. On peut en mourir très, très clairement. Ou on peut, il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui a été vassané de la Réunion, greffe hépatique, greffe rénale sur coup de chaleur à l'exercice. À 30 ans, c'est un peu désespérant ouais. Eh ben, écoute, merci pour cette parenthèse médicale que je verrai si je la conserve dans la partie Patreon ou si je la mets dans la partie générale parce que en fait, je pense que c'est super important. Donc, si jamais il y a des gens qui entendent cette partie dans la partie générale, c'est parce que finalement, j'ai décidé de la transférer entre les deux portions. Et du coup, j'ai une question à te poser par rapport à la durée. Tu viens de dire que le top, ce serait de passer 7 jours. Je te donne un exemple qui est du coup très personnel, mais que je pense que d'autres personnes peuvent rencontrer. Je prends le départ d'une course samedi, donc dans 5 jours, et jusqu'à dimanche, là, donc jusqu'à hier, il faisait 19 à Grenoble. Il faisait 15, 17, 18, 19. Et aujourd'hui, on est le premier jour à 30 degrés. Donc c'était pour moi matériellement impossible
de faire les jours d'acclimatation parce que j'ai pas de chambre hyperthermique, je suis obligé de faire avec mon environnement et j'aurai pas les 7 jours. Est-ce qu'il existe des méthodes, des techniques, des choses qui peuvent accélérer un peu ces 7 jours ou est-ce que je suis un peu foutu et tant pis, je suis dans ma durée, j'ai pas le choix? Alors, il y a plein de choses à aborder dans cette question, c'est pas évident. Bon, tu as parlé de chambre climatique, on va quand même balayer ce truc. Donc, il y a effectivement de plus en plus des choses qui se développent, mais qui sont pas a priori disponibles pour tout le monde. C'est des chambres bioclimatiques, donc c'est des chambres, en gros, des pièces où on arrive à moduler à la fois la température, à la fois l'hygrométrie. Et donc, les sportifs élites peuvent rester à Grenoble ou au Crêpes à Montpellier, par exemple. Je sais que où travaille Sébastien aujourd'hui, il y a une chambre climatique. Donc, tu peux aller t'entraîner par 35 degrés, 80% d'humidité si tu veux. Mais ça, c'est pas accessible pour le commun des mortels. Donc, il y a des stratégies. Si tu sais que tu vas faire une course en environnement chaud et que malheureusement, ton emploi du temps va pas te permettre parce que peut-être que l'environnement... comme tu le dis une semaine avant, ne te permet pas ça. Il y a des stratégies d'exposition passive à la chaleur. On est moins efficace que les expositions actives et que les expositions aux environnements chauds, mais c'est quelque chose qui est efficace. Donc, tu peux prendre des bains dans une eau supérieure à 40 degrés. Donc là, tu vas stimuler tes processus de thermorégulation. Tu peux aller faire des stages en sauna, aller au hammam. Alors, il y en a qui le font juste avant une séance. Donc, avant d'aller faire ta séance comme tu as fait là il y a 2 heures, tu aurais pu te mettre dans un sauna, stimuler un petit peu tes process de thermorégulation et aller t'imposer ta séance derrière. Inversement, tu peux aller faire ta séance et une fois que tu rentres, tu vas au sauna et là, du coup, tu as une grosse production de chaleur métabolique liée à ta sortie en environnement tempéré et tu vas d'autant plus solliciter ton organisme parce que tu vas l'exposer à des températures chaudes et ou humides selon si tu choisis un sauna et hammam. Donc, il y a des stratégies dites un peu plus passives qui vont te permettre un petit peu d'adapter ton organisme. Après, je reboucle quand même avec ce que je disais. Il faut pas oublier qu'au-delà de 11 degrés, déjà, alors même si t'es pas confronté à 30 degrés, tu travailles ta thermorégulation. Un sujet entraîné va être va performer mieux qu'un sujet non entraîné en environnement chaud parce que il aura justement été confronté à une production de chaleur métabolique plus intense. Au-delà de 11 degrés, déjà, tu fais travailler tes processus de thermorégulation. Tu me dis qu'il fait chaud là à 5 jours de ta course. Donc la question va être de se dire, est-ce que je m'impose une séance où je vais solliciter mon organisme et donc puiser dans mes réserves pour me permettre de bénéficier de ces 5 jours d'acclimatation? Mais ça, il va falloir le contrebalancer avec la fatigue que ça va te créer, avec la perturbation dans ta phase d'affûtage. Voilà. Est-ce que la littérature n'est même pas capable vraiment de répondre? Est-ce que finalement, les gains que tu vas avoir sur l'amélioration de ta thermorégulation, je t'ai dit, ça peut être 10, 15, voire jusqu'à 20% d'amélioration de performance, sont pas peut-être un peu supérieurs avec la contrainte et donc la fatigue ou la perturbation de ta phase d'affûtage. Alors, je sais pas exactement quels sont les bénéfices d'une phase d'affûtage en termes de pourcentage sur l'amélioration des performances, mais c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut réfléchir et peut-être pas, il n'y a pas de réponse très noir ou blanc, mais peut-être se dire, tant pis, je vais un peu abîmer ou être délétère sur ma phase d'affûtage, mais j'ai quand même envie d'avoir des premiers bénéfices sur la thermorégulation. J'ai envie de stimuler un petit peu mon organisme de ce côté-là. Et ça, c'est pas facile. Et la littérature scientifique, malheureusement, ne répond pas très, très bien à cette question. Petite pause. Si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que tu peux essayer de trouver un petit équilibre entre les deux en disant j'en profite quand même parce que tu vois, l'affûtage, on parle de pourcentage un peu plus bas. Si effectivement les tailles d'effet sont plus hautes pour la thermorégulation, ça peut valoir le coup de trouver un petit équilibre entre les deux en disant ma séance, au lieu de faire 40 minutes, elle va peut-être faire 1 heure, 1h10, mais je vais chercher un peu plus de chaleur parce que, ou alors je la fais, mais je fais la même durée, mais quand il fait vraiment très chaud, je vais être vraiment fatigué.
mais je vais bénéficier de ça. Donc voilà, trouver un équilibre dans la balance. Non, c'est peut-être un truc quand même qu'il faut aussi dire, c'est que, mais par exemple, à la Réunion, je pense que c'est pas assez présent, ça. C'est qu'il faut, quand vous allez courir, l'environnement, mine de rien, ça crée un stress sur votre organisme. Et des performances à 25 degrés, c'est pas du tout la même chose que des performances à 30 degrés. Donc, il y a des gens qui vont aller s'entraîner à la Réunion en saison froide et ils vont refaire la même chose en saison chaude et ils vont se dire, mais mon Dieu, j'ai des performances qui sont diminuées. Mais c'est un stress qui est hyper important. Ça crée de la fatigue, ça peut créer du surentraînement. Donc, il faut être relativement aussi conscient de ça. Un entraînement en environnement chaud, c'est quelque chose qui vous sollicite beaucoup plus qu'un entraînement en environnement tempéré. Donc, ça crée plus de fatigue et c'est quelque chose qui est à prendre en compte dans vos plans d'entraînement. En tout cas, qu'il va falloir de plus en plus prendre en compte parce que je pense qu'on le considère pas suffisamment. Ouais. Ou alors, on regarde sa montre, on se dit, purée, j'ai le cardio qui est 10 battements de plus haut aujourd'hui, ça va pas du tout, je me sens pas bien. Non. C'est normal, c'est un stress cardiaque, le stress environnemental, donc c'est normal d'avoir un cardio plus haut à une intensité habituelle, on va dire. Ouais, sur la séance que tu as citée que j'ai fait il y a 2 heures, là, je suis juste allé faire un footing de 1h15, un truc comme ça, et mon cardio était plus haut que d'habitude à une intensité que je trouvais relativement basse, donc c'est exactement ce que tu dis. Première exposition à 30 degrés, le cardio monte. Est-ce que tu penses que le fait de porter, par exemple, est-ce que sur ma séance, là, je suis allé en t-shirt, est-ce qu'une stratégie de mettre un manche longue, par exemple, ça aurait été un truc intelligent, ou là, on passe dans quelque chose qui est peut-être un peu risqué, ou qu'est-ce que t'en penses? Risqué, je pense pas. Tu vas créer un stress parce qu'on sait que les textiles, et tout textile d'ailleurs, alors il y a une belle étude où ils se sont amusés à comparer les textiles techniques, les t-shirts en coton. Il y a même, alors j'ai même découvert des trucs, je sais pas si ça existe encore. Il y a des textiles où il y a des petits picots de métal à l'arrière du dos qui permettent de favoriser, a priori, la théorie, le transfert thermique. Bon. Force est de constater que peu importe le textile, finalement, il n'y a pas de gros avantages sur la thermorégulation. Mais par contre, c'est sûr que ça te crée une contrainte. Ça te crée une contrainte, t'es moins efficace en termes de sudation. Donc oui, le fait de porter des textiles va stimuler tes processus de thermorégulation. Après, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure finalement? Est-ce que c'est vraiment très efficace et est-ce que c'est une bonne manière de procéder? En tout cas, je pense que je préfère la confrontation à la chaleur passive, donc faire une séance dans une pièce. Tu vois, c'est pareil quand tu vas en salle, par exemple, tu sens aussi que le fait qu'il n'y ait pas d'air et tout, tu sens qu'il y a une stimulation de ta thermorégulation, en tout cas une sensation de chaleur qui est plus importante. Le fait de t'exposer à des belles choses, je pense que c'est peut-être une réflexion un peu plus en tout cas qui semble plus avéré dans la littérature scientifique. Ouais. Donc je suis pas hyper convaincu de se couvrir de textile. Ouais, ça marche. Le mois de juillet est dédié à la régulation de la chaleur et l'épisode suivant, ce sera sur toutes les techniques que j'ai appelées aiguës. Donc par exemple le port de textile, les boissons, des choses comme ça avec Florence Riera que tu connais peut-être de nom qui interviendra là-dessus. Donc on aura cet échange parce qu'elle aura exactement... Okay. Non, peut-être qu'elle aura exactement les mêmes conclusions que toi, en tout cas, mais elle, c'est un peu différent parce que c'est plutôt comment je peux lutter avec un textile et pas comment je peux me surexposer avec un textile. Il y a un point qui, pour moi, était pas très clair et pour moi, super important à comprendre dans l'acclimatation, dans la phase d'acclimatation. Si on a bien compris la durée avec ce que tu nous as expliqué, ça va concerner l'intensité qu'on peut y mettre. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu des messages qui vont un peu dans tous les sens là-dessus. Avec des personnes qui parlent donc les 3 techniques, l'isothermal, l'intensité contrôlée, aux sensations. Est-ce que toi tu peux nous parler un petit peu de ça? Et j'ai 2-3 questions après qui... Alors effectivement, il y a plusieurs stratégies qui sont présentées. Donc l'isothermal, c'est la moins simple, mais ça dit ce que ça dit, thermique, c'est-à-dire tu essaies de maintenir ta température centrale à une valeur fixée. Donc par exemple, tu te dis je vais aller m'entraîner et je vais maintenir ma température centrale à 38,5 degrés. Donc à une température relativement élevée. Sauf que ça, aujourd'hui, je sais pas toi, mais moi je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable. Alors je suis capable parce qu'il y a des dispositifs qui existent, qui sont des cellules qu'on utilise plutôt en séance du sport. C'est des petites capsules qu'on peut ingérer en fait sur la taille d'un Doliprane et qui sont en gros des thermomètres centraux et qui peuvent communiquer avec des montres. Donc je pense que les athlètes élites, il y en a certains qui utilisent ce dispositif. Donc voilà, donc la technique isothermale, elle est effectivement décrite, mais au-delà du laboratoire, elle est un petit peu dure à appliquer. Ensuite, tu as la technique dite à allure ou à intensité constante. Donc tu te dis, je vais plutôt aller m'exposer à la chaleur et courir à une intensité constante. Le souci de ça, moi je suis pas hyper partisan de cette technique parce que tu vas être de moins en moins efficace, si tu veux. Donc ça va être, en gros, mettons, on va faire une sortie à 12 à l'heure sur 1 heure.
plus tu vas t'exposer à la chaleur et plus ça va être simple finalement de courir à 12 à l'heure parce que tu vas avoir tous ces mécanismes d'adaptation qui vont entrer en jeu et ça va être de plus en plus efficace. Tu vas être de plus en plus efficace. Donc, de fait, ton intensité et ta difficulté de séance va diminuer avec le temps. Donc, c'est en ça que intellectuellement, je suis pas convaincu. Alors, ça marche, parce que c'est quelque chose qui a été décrit, ça fonctionne, mais je suis pas convaincu que ce soit la meilleure des stratégies. Et je trouve que fixer, donc t'en as pas parlé, mais se baser sur la fréquence cardiaque, qui est en quelque sorte un reflet de ta température centrale, ce serait peut-être la meilleure des stratégies. Donc, t'essaies de fixer une intensité en termes de fréquence cardiaque, donc te fixer à 75%, à 65% par exemple de ta fréquence cardiaque maximale. Et donc là, de fait, tu vas avoir une sollicitation qui va être tout en cohérence avec tes adaptations physiologiques et donc voilà. Non, et ensuite, c'est ça aussi, il y a la question, est-ce que je dois aller m'exposer à la chaleur à intensité faible ou à intensité modérée ou inversement, pourquoi pas charbonner, aller m'instaurer des séances de fractionnés avec des hautes intensités. Donc ça, c'est pareil. La littérature scientifique, elle est pas très claire sur le sujet. A priori, t'es plus efficace quand tu vas à haute intensité. Ce qui paraît relativement logique. T'as une production de chaleur métabolique intense, donc de fait, tu vas de plus en plus stimuler ta thermorégulation. Le souci de ça, et par contre, ça a été clairement démontré, c'est que tu majores ta fatigue et voire tu t'exposes au surentraînement. Et un autre truc qui est pas mentionné dans les publis, et ça, je trouve ça un peu dramatique et ça boucle un peu avec ce qu'on disait, c'est que moi, je pense que tu t'exposes aussi à un surrisque pour ta santé. Je ne pense pas que ce soit très bon pour l'athlète d'aller s'exposer à des hautes intensités en environnement chaud. Et là, on peut craindre un coup de chaleur à l'exercice. Donc, je pense qu'il faut se limiter à des intensités faibles, voire modérées, en tout cas à des intensités auxquelles on va être confronté. Je pense que si tu te confrontes à une ultra, aller courir une diagonale à La Réunion, pour moi, il y a peu de logique de s'imposer des intensités très, très élevées. Autant aller s'entraîner à des intensités à laquelle tu vas courir la diag en environnement chaud et ça sera tout aussi efficace, sans risque pour ta santé, sans risque de surentraînement, parce qu'encore une fois, ça va te fatiguer forcément. Ça va te fatiguer, mais d'autant plus qu'une séance de fractionné en environnement tempéré. Dans ce que tu dis là, tu gardes ta séance de fractionné pour en fait juste un soir ou un matin quand il fait pas chaud et le reste tu le fais en exposition chaude. Je pense, ouais. Je pense, en tout cas, la littérature n'est pas franche, mais l'intensité modérée, c'est sûr que ça fonctionne. Tu as une bonne acclimatation, les processus à intensité modérée fonctionnent, tu as une bonne acclimatation en 15 jours, donc c'est ce qu'on dit tout à l'heure, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison pour moi de pas s'exposer à ça. Et en contrôlant sa fréquence cardiaque, pour moi, c'est le plus simple finalement, parce qu'en plus, on a l'habitude de travailler comme ça en entraînement. Alors, je suis pas entraîneur, mais c'est quelque chose de relativement simple. On a tous une montre, un cardio-fréquence-mètre et voilà. Ouais, moi, c'est ce que je disais souvent à tout le monde. Le seul outil un des plus outils dont tu as vraiment besoin, si tu veux vraiment les capteurs de puissance, etc. Je suis jamais très fan de ça. Pour moi, il y en a un seul qui ment pas. C'est la ceinture de fréquence cardiaque. Alors, je veux pas te mettre en opposition avec ton directeur de thèse, mais je pense que tu vas être d'accord avec Sébastien. Dans sa revue de littérature de 2015, Sébastien il disait que pour lui, un exemple dans une phase d'acclimatation, ce que tu peux faire, c'est garder ton plan d'entraînement comme tu l'aurais fait en température normale, avec des intensités cibles. Donc, si tu as une séance base aérobie, par exemple, tu cibles toujours de la base aérobie. Si tu as de l'intensité, tu cibles toujours de l'intensité. Mais par contre, il faut accepter que ton allure va peut-être diminuer parce que tu vas monter en cardio. Donc, tu cibles les mêmes fréquences cardiaques. Par contre, tu acceptes de moduler ton intensité. Est-ce que ça rejoint, tu es plutôt d'accord avec ça? Ou tu penses qu'il y a à modérer le message? Non, je suis complètement d'accord avec ça. En fait, j'ai pas grand-chose à rajouter. Tu as très bien dit les choses. La seule question que je me pose, mais personne ne répond à ça, mais je suis pas entraîneur, encore une fois, donc j'ai pas de grosse base là-dessus, mais est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à des programmes d'acclimatation à la chaleur qui soient un peu calqués sur ce qu'on fait sur les performances, c'est-à-dire une phase de préparation générale, une phase de préparation un peu plus spécifique et pourquoi pas une phase d'affûtage. Tu vois, l'idée, ce serait de dire, est-ce qu'on pourrait pas un peu retranscrire les connaissances qu'on a en entraînement sur la thermorégulation? Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire une préparation générale en thermorégulation? J'en sais rien. C'est peut-être se confronter de manière un peu passive à des bains chauds, à du sauna, donc quelque chose d'un peu light. Puis, une phase de préparation spécifique, là, je vais aller m'imposer une séance d'endurance fondamentale entre midi et 2, où il fait le plus chaud. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire la phase d'affûtage au niveau de la thermorégulation? Donc là, voilà. Bon, là, pour l'instant, encore une fois, la science ne répond pas du tout, mais peut-être qu'il y aurait quelque chose à calquer un petit peu de ce côté-là et ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, oui, par contre, pour boucler avec ta question, je rejoins complètement Sébastien. Je pense qu'il faut pas chambouler tous ces programmes d'entraînement et au contraire,
travailler avec sa fréquence cardiaque. Donc, comme tu disais, programmer ses séances sur sa fréquence cardiaque et accepter parce qu'on va devoir le faire. Il faut pas se sentir plus fatigué que d'habitude. C'est normal que notre intensité diminue. C'est tout à fait normal. Il y a une part de ta réponse que j'adore parce que pour le coup, il y a la méta-analyse de Sébastien qui date d'il y a quelques années où il s'est intéressé ils appellent ça le decay, donc à combien de temps ça dure dans le temps, l'acclimatation à la chaleur. Et qu'est-ce qui se passe quand tu ressollicites, un peu comme un affûtage. T'as tes gros gains, enfin, ça me fait penser à ça ce que t'as dit, t'as tes gros gains d'acclimatation, tu n'en fais plus parce que t'es en phase d'affûtage par exemple, t'es tranquille, et pendant cette phase-là, tu refais une séance d'exposition à la chaleur forte et tu revois que tu remontes très fort sur tes gains, mais t'accumules pas la forte fatigue que ça peut engendrer. Alors aujourd'hui, on parle dans le vent, toi et moi, on sait pas encore si ça marche vraiment, mais ça semble quand même assez logique avec cette méta-analyse dont j'ai parlé dans la partie 1. Ouais, c'est exactement d'ailleurs ce qui se dit et les recos qui sont le mieux. Le mieux, ouais, je vais te dire le mieux, c'est, on va partir de la diag. Le mieux, je pense, c'est tu viens 15 jours, 3 semaines avant, à la réunion, et tu te prépares, et tu t'acclimates sur tes 3 semaines, sur tes 15 jours, en prenant en compte ta phase d'affûtage. C'est le mieux. Mais ça, personne ou pas grand monde ne peut le faire. Prendre 3 semaines de congé pour aller faire les diags, ça va. Donc, ce qui est recommandé, effectivement, c'est de s'exposer à la chaleur sur notre lieu de vie, soit de manière passive, soit de manière active. Et ton organisme va en quelque sorte s'habituer, être plus réactif. Et après, tu te réexposes. Alors, soit tu viens juste une semaine avant. Et déjà, le fait de se réexposer à la chaleur va rappeler un petit peu tous les mécanismes d'adaptation que tu as mis en place, soit tu fais des séances de sauna ou de bain chaud, etc. Mais effectivement, il faut pas se dire si je me suis entraîné en juin et la diag c'est en octobre, finalement ça ne sert à rien. Si ça va servir, c'est sûr, ton organisme déjà va s'adapter sur le moment et en fait quand tu vas rappeler tous ces mécanismes physiologiques, ils vont revenir de manière plus rapide, de manière plus optimale. Donc oui, c'est quelque chose qui est important. Mais il n'y a pas de modification, malheureusement, et comme tout en sport, il n'y a pas de modification phénotypique sur le long terme. Je vais te prendre un exemple très concret. À La Réunion, en gros, on a 2 saisons, une saison froide, une saison chaude. C'est pas parce que tu t'es acclimaté la saison chaude, tu vas passer ta saison froide, quand revient les premières chaleurs, là, justement, en septembre ou en octobre, il faut quasiment tout recommencer. On n'a pas gardé d'acclimatation sur le long terme. On parle en gros de perte de 2 à 3% par jour. Donc, c'est quelque chose qui se fait, tu perds toutes les adaptations de manière progressive, mais ça dure pas 4, 5, 6 mois. Il va falloir régulièrement se réexposer. Tu peux te réexposer un jour par semaine. Par exemple, si tu as fait une grosse phase de préparation pendant 3 semaines, tu t'es fait des blocs d'entraînement en environnement chaud. Après, tu peux te dire, je vais me réexposer 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, un petit peu à la chaleur pour redéclencher un petit peu tous ces mécanismes que tu as mis en place. Mais comme tu l'as dit, on parle un peu d'allemand aussi parce qu'il n'y a pas de malheureusement, il n'y a pas de recette toute faite. Il faut être capable de jongler un petit peu avec tout ce qu'on a à notre disposition et surtout avec notre planning, qui est pas toujours évident. Ouais, alors j'ai eu quelques commentaires comme ça sur la chaîne de manière générale en disant c'est quoi ces épisodes, c'est jamais tranché, on n'a jamais de réponse, mais malheureusement dans la science ne sert pas à ça en tout cas. Enfin, il y a des réponses qui sont super tranchées. Il y a en science, est-ce que se taper avec un marteau sur des orteils, ça fait courir vite? La réponse est non. Mais il y a là de ce qu'on discute, c'est jamais tranché. Il faut accepter de mettre des petits ingrédients et c'est le but de l'entraînement. Donc voilà. Et alors ce que je veux dire, c'est que j'ai une petite pensée pour Simon Gosselin qui est aux États-Unis depuis 2 mois en train de faire une grosse acclimatation pour courir la Western States. Là, je crois qu'il commence à moins subir la chaleur, mais c'est vrai que on parle de la diag, mais tu vois, la Western, alors là, je crois que c'est du chaud sec, mais il fait super chaud, c'est un four. Il fait très, très chaud, ouais. Il y a Cathy Scheid, je crois, c'est pareil, qui est exactement dans la même démarche et qui est en train de et il y a l'acclimatation à l'altitude pour la hard rock, c'est pareil, je crois que c'est, je sais pas qui c'est, Camille Bruyat, peut-être, qui est là-bas ou qui va préparer la hard rock, peut-être je mélange, mais en fait, Non, c'est exactement ça. Cathy Scheid et Simon sont là-bas et Camille, elle part demain, si je dis pas de bêtises, pour s'acclimater à la hard rock. Donc, Alors, juste, tu disais des choses pas sûres. Il y a 2 choses qui sont sûres. C'est que l'acclimatation améliore les performances et pas de manière marginale, comme on a pu le dire, et protège la santé. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas à discuter et c'est quelque chose qui devrait être majeur. Et si vous avez une course en environnement chaud, il faut vous préparer. Ça sera des gains très, très importants. Donc, voilà. Après, la recette, oui, elle est pas complètement carrée, mais il faut s'y confronter régulièrement. écoute, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ai
2, 3 toutes petites questions qui, je pense, méritent des réponses courtes. Si jamais ça l'est pas, j'en squeezerai, mais je pense que ça va être des réponses qui sont relativement faciles. Non, mais aucun souci, c'est parce que tu as des choses à dire. Mais voilà, je pense que c'est des choses qui sont assez simples à répondre. La première, c'était est-ce qu'il y a des différences dans l'acclimatation entre les hommes et les femmes ? A priori, non. En tout cas, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est toujours pareil. Souvent, on compare les hommes et les femmes, mais ils vont avoir des volumétries d'entraînement différents, ils vont avoir des corpulences différents. Donc, on sait qu'il y a, en termes de thermorégulation, on sait qu'il y a une température centrale qui peut être un petit peu différente entre les hommes et les femmes, notamment à cause du cycle menstruel chez les femmes. On sait aussi qu'il y a un débit sudoral qui, a priori, est légèrement moindre chez les femmes. Mais finalement, en termes de thermorégulation pure et dure, on s'aperçoit qu'il n'y a vraiment pas de différence de capacité de thermorégulation et d'évacuation de la chaleur. Il y aurait a priori des différences, mais ce serait vraiment dans des environnements très, très externes où les hommes auraient peut-être un léger avantage. Mais sur une course et sur des environnements dits classiques, en tout cas, ce qu'on peut rencontrer, il n'y a pas de différence majeure. En tout cas, la littérature ne donne pas de différence majeure entre les hommes et les femmes. Et c'est pareil d'ailleurs avec les sujets âgés. On a souvent dit que les sujets âgés thermorégulaient moins bien. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. On s'aperçoit qu'ils ont les mêmes capacités de thermorégulation. Le seul souci, c'est que c'est des personnes qui vont souvent rester enfermées, donc qui vont moins s'exposer aux contraintes environnementales, donc qui vont finalement moins être acclimatées et qui sont un peu plus sédentaires. Donc, de fait, ils vont, pareil, moins confronter leur organisme à cette production de chaleur métabolique et moins activer leur processus de thermorégulation. Mais un sujet âgé qui va s'exposer à l'environnement chaud et qui reste actif va a priori avoir les mêmes capacités qu'un sujet qui a 30-40 ans. Il n'y aurait pas de diminution des performances de thermorégulation chez le sujet âgé. Ok, super clair. Je suis désolé, j'ai un peu débordé, mais... Non, c'est très bien. C'est quoi le ou les signes d'une acclimatation réussie ? Quand est-ce que nous, qui n'avons pas 50 000 outils, on pourrait se dire, je pense que mon acclimatation, elle est bonne là ? C'est relativement simple. C'est quand tu vas pouvoir produire finalement la même intensité, la même performance avec des températures supérieures. Il y a un très beau travail qui avait été fait par Sébastien, justement, où ils ont pris un coureur danois de vélo. On n'est pas sur la course à pied, mais la réflexion est la même. Ils lui ont fait faire un contre-la-montre au Danemark de 40 km. Et puis après, il est venu à Doha, au Qatar. Et ils lui ont fait faire le même contre-la-montre, la même distance, le même dénivelé. Les performances ont baissé, alors je ne sais plus exactement les chiffres, mais je crois que c'est 16%. Donc, dès qu'il s'est posé au Qatar, contre-la-montre, il a une diminution des performances et de maintien de sa puissance qui a baissé de 16%. Et au bout de la 3e semaine d'acclimatation, donc au bout de 3e semaine sur le sol qatari, il a été capable de reproduire, alors c'est pas parfait, mais quasiment les mêmes performances que sur le contre-la-montre qu'il avait fait au Danemark. Donc finalement, il a été capable de s'adapter complètement à la différence de température et d'hygrométrie qu'il y avait entre le Danemark et le Qatar. Donc l'idée, c'est de se dire, dès que je suis capable de maintenir à peu près les mêmes intensités à des fréquences cardiaques comparables, je peux considérer que le taf est fait. Ouais. Ok, ouais. Donc typiquement, tu fais une séance de sortie longue, tu vois que tu as été revenu à tes fréquences cardiaques que tu connais à peu près, à quelques BPM près, tu peux te dire là, je suis bon. C'est ça, exactement. Et la dernière petite question, qui peut-être sort un peu de ton champ d'expertise, si c'est le cas, je suis désolé, n'hésite pas à dire qu'au pire, je sais pas, tu connais pas. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu penses qu'il y a un besoin de consommation d'électrolytes plus élevé par l'alimentation, par la boisson quand tu es en phase d'acclimatation? Et moi, je dirais surtout de sodium, parce que les autres, apparemment, il n'y a jamais trop de problèmes, d'après la littérature. Magnésium, potassium, etc. Apparemment, jamais trop de soucis. Par contre, sodium, est-ce que tu penses qu'il y a un besoin d'en consommer plus quand on est en phase d'acclimatation ? Non, mais je te remercie pour cette question parce qu'elle est hyper importante pour un autre point que tu n'as pas forcément abordé dans la question, mais qu'on va aborder. Oui, c'est sûr et certain. Quand tu es en phase d'acclimatation ou quand tu es exposé à la chaleur, tu as besoin de te supplémenter de manière un peu plus importante en eau, déjà, de fait, et en sel. Parce que la sueur, c'est une perte essentiellement d'eau, de sel, de sodium, donc de chlore et de potassium. Plus tu vas être acclimaté et plus ton corps va dire attention, on va limiter ces pertes en sel. Donc, il va être capable de réabsorber finalement le sel qu'il aurait fait sortir par la sueur avant acclimatation. Mais il n'empêche que tu vas perdre de l'eau et que tu vas perdre du sel. Ça, c'est important. Pourquoi ? Donc, il faut, se supplémenter de manière un peu plus importante en sel en phase d'acclimatation. Mais surtout, là où il faut être très, très attentif, c'est sur l'apport de glucides. Quand tu vas faire un exercice physique en environnement chaud, tu vas avoir de fait et obligatoirement
une volumétrie d'absorption d'eau qui va être supérieure à ce que tu as l'habitude de faire en environnement tempéré. Et le souci, c'est que les gens, ils adaptent pas du tout leur boisson d'effort. C'est-à-dire que tu te dis, bon, moi, il me faut 60-70 grammes de glucideurs quand tu fais de l'ultra ou 80. Bon, tu connais un petit peu les chiffres de la littérature. Et donc, si tu doses tes glucides de la même manière en milieu tempéré qu'en environnement chaud, de fait, en environnement chaud, tu vas boire plus, donc tu vas ingérer beaucoup plus de glucides. Donc, au niveau digestif, ça peut poser pas mal de problèmes parce que tu vas continuer à boire tes gels, à prendre tes gommes. Et finalement, tu vas pas faire attention à le fait que tu vas ingérer beaucoup plus de glucides via l'hydratation qu'en environnement tempéré. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est à prendre en compte. Votre ingestion de glucides par heure de course doit être modulée, en tout cas dans la boisson, en fonction des températures auxquelles vous allez être confronté, parce que de fait, vous allez boire plus et donc ingérer par la même manière que ce glucide. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si, c'est super clair. Et du coup, ça rejoint un conseil que je donne aux athlètes que j'entraîne, je le partage maintenant, c'est je leur dis toujours de séparer l'eau de leur boisson d'effort. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis pas très fan de l'idée d'avoir 2 flasques de boisson d'effort isotonique, parce que ça veut dire que tu ne bois que de la boisson isotonique. Et là, dans l'exemple que tu donnes, c'est le cas. C'est-à-dire que tu pourrais avoir une flasque d'isotonique que tu ne changes pas, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud. Et celle que tu bois plus, ou les 2 autres que tu bois plus, c'est celle d'eau. Au moins, tu sépares les choses. Mais par contre, parce que si tu mélanges tout, là, tu vas commencer à te creuser la tête. C'est un très bon conseil. Et même, il faudrait 3 flasques, mais ça, t'en parleras avec ta prochaine invitée. C'est que moi, il y a une flasque même quasiment que j'utilise pour m'arroser. Donc, tu parleras de ça. Donc, je tease finalement là. Mais il faut aussi avoir de l'eau finalement pour régulièrement s'humidifier et favoriser ces processus de thermorégulation. Mais en tout cas, ouais, le fait d'avoir une flasque de flotte et une flasque de boisson isotonique, c'est très important pour faciliter ces calculs. Mais en tout cas, le prendre en compte, c'est très, très important. Ouais. On pense à François Daen qui s'est immergé complètement sur la dernière diag. Je pense qu'il n'a pas fait pour rien. Magnifique photos. Non, c'est super. Il a permis de superbes illustrations. Effectivement, il n'a pas fait pour rien. Ouais. Ah ouais, non, mais je pense que le fait de se refroidir par l'eau, on en parlera, d'autant que si j'ai bien compris de ce que j'ai commencé à lire, toutes les zones n'ont pas le même intérêt quand tu refroidis avec l'eau, donc j'invite des auditeurs au prochain épisode, au prochain Scientific Day. Dernière question Nicolas, avant qu'on ait notre petit échange pour les abonnés Patreon, si les gens veulent suivre ton actualité scientifique, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Principalement sur Twitter. Alors je suis pas un fanat des réseaux sociaux, mais en tout cas dès qu'on sort une publication. Alors moi je travaille beaucoup autour du sport et des sciences du sport en général, mais dès qu'on sort là, on a sorti un papier sur le sommeil en ultra trail par exemple, je le retransmets régulièrement sur Twitter, et ensuite j'essaie de créer de faciliter la vulgarisation scientifique, mais donc j'ai créé il y a un site internet qui s'appelle Éruption, donc c'est à la base c'était le nom d'une étude, et finalement donc c'est un site internet où on va essayer un petit peu de vulgariser. Voilà. Et j'en profite du coup pour faire, et c'est pas du tout de la flagornerie excessive, mais je trouve que tu fais un super travail de ce côté-là. Il y a un vrai travail de revue de la littérature, et j'aime beaucoup ton podcast. Je te connaissais pas avant que tu m'aies contacté, et encore une fois, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais je trouve que tu fais un vrai travail d'une très très bonne vulgarisation, et tous les conseils qui sont donnés, en tout cas dans les quelques podcasts que j'ai pu écouter, sont vraiment de très très bonne qualité. En tout cas, ils reflètent parfaitement les données de la science, et donc moi je dois te féliciter pour ça, parce que parfois les podcasts, c'est plus un petit peu de la discussion et de l'avis d'experts, et toi t'as vraiment à cœur de te reposer sur la santé, et je trouve ça vraiment très très intéressant, et tu le fais de manière habile en plus, parce que c'est relativement compréhensible. Donc voilà, bravo pour ça. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce petit compliment. J'essaye de trouver la frontière entre évidence et opinion, et d'équilibrer entre ces deux-là, et que ce soit clair quand c'est l'un et quand c'est l'autre. Nicolas, je mettrai les liens vers ton Twitter en description de cet épisode. On va avoir un petit moment d'échange, toi et moi, réservé aux abonnés Patreon. Mais déjà, pour tous les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici, je te remercie énormément pour tes réponses, qui sont super claires, et peut-être à une prochaine pour une autre thématique. Merci. Au revoir. Voilà, c'est tout pour ce Scientific Day dédié à l'acclimatation à la chaleur. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de tout savoir sur comment gérer cette période de l'entraînement. Je suis ravi d'avoir pu recevoir Nicolas dans cet épisode. Il est actuellement une des personnes les plus expertes sur le sujet, et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter décortiquer ce dernier qui lui tient tant à cœur. Ses réponses sont précieuses et m'ont beaucoup appris. Je suis sûr qu'il en est de même pour vous. N'hésitez pas à suivre son actualité scientifique sur ses différents réseaux. Les liens sont dans la description.
Et restez attentifs aux prochains épisodes, car la thématique de la chaleur se poursuit dans les Scientific Days à venir. Si l'acclimatation est le premier moyen de lutter contre les températures élevées, il y en a d'autres que j'ai hâte de vous présenter. À très bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.